La Ligue 1 vit des moments compliqués en ce moment. Problèmes de droits TV, perte d'attractivité et manque de suspense, il est temps de s'imaginer un futur différent pour notre magnifique championnat. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous la famille, je reviens du futur, j'étais en 2030 et je vais vous raconter l'avenir radieux de notre chère Ligue 1. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez voir qu'on n'a pas manqué d'imagination pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. C'est un concept qui change d'habitude, un peu une fanfiction, je sais pas vraiment comment appeler ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, vous connaissez la chanson, petit pouce bleu, petit abonnement si ça vous plaît, peut-être qu'on en fera d'autres dans le même style. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires et à réagir un petit peu à l'histoire que je vais vous raconter. Installez-vous bien, prenez du popcorn, on est parti pour ce nouveau concept. Commençons par parler du diffuseur. Après les scandales industriels Mediapro et DAZN, le foot français a pris du retard sur les autres championnats européens et la Ligue cherche donc à diffuser de la meilleure des manières son produit. Et après avoir recensé l'avis des Français à de multiples reprises via des sondages, ça y est, la Ligue a pris sa décision, ils vont créer leur propre plateforme de diffusion qui va s'appeler Ma Ligue 1 tout simplement. Une plateforme 100% digitale que vous pourrez retrouver sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre téléviseur afin de regarder tous les matchs de la Ligue 1 pour seulement 15,99 € par mois. En plus de ça, la Ligue a enfin compris qu'il fallait créer du contenu exclusif sur YouTube et sur Twitch afin de donner envie aux gens de s'attacher aux différents joueurs, aux clubs, au storytelling de cette ligue. C'est pour cela qu'ils vont créer du contenu 100% inédit avec 3 têtes d'affiche, Val Liénard, Willou et un jeune créateur en vogue, BR10. Je sais pas si vous le connaissez les amis, mais bon, peut-être que si vous vous abonnez en masse à cette chaîne YouTube, ça pourra devenir vrai en 2030. On croise les doigts, pourquoi pas. Grâce à toutes ces innovations, notre cher étang de Ligue 1 est revenu à la mode et dispose désormais de plusieurs millions d'abonnés. Jackpot. Après avoir connu des namings complètement catastrophiques, pas du tout en lien avec le sport français comme Uber Eats, McDonald's ou la Casse d'Allery en 2027, le foot français a décidé de laisser le choix aux Français entre deux entreprises, la Decathlon Ligue 1 ou alors la Orange Ligue 1. Decathlon, l'entreprise de sport bleu-blanc-rouge, partait favori, mais finalement les Français ont décidé de boycotter la marque à cause de son implication dans l'esclavage des Ouïghours en Chine. C'est donc Orange qui remporte le gros lot, le naming de la Ligue 1 et qui en profite pour se retirer du Vélodrome, qui lui devient donc le Decathlon Vélodrome. Et la Ligue 1 va profiter de ce nouveau partenariat pour instaurer une nouvelle règle arbitrale, le carton orange sponsorisé par Orange, donc entre le carton jaune et le carton rouge, qui sera valable pour les fautes avec contestation ou simulation. Et alors qu'est-ce que ça implique? C'est donc une sanction de 7 minutes en dehors du terrain pour le joueur concerné. Au lieu de le sortir jusqu'à la fin du match, là il sort uniquement 7 minutes et tous les autres championnats vont s'en inspirer tellement l'idée est bonne. La Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et tous les championnats du monde via la FIFA vont instaurer le carton orange, ce qui va d'ailleurs complètement faire exploser l'entreprise Orange qui va devenir le numéro 1 des télécommunications à travers le monde. Énorme! Allez, désormais on s'attaque au club les amis, on commence par une bonne nouvelle, le retour des Girondins de Bordeaux dans l'élite. Après avoir frôlé la liquidation judiciaire pendant plusieurs années, ils ont remonté la pente afin de tout écraser en National 2, National 1, ou plutôt Ligue 3 désormais. Gérard Lopez a pu vendre le club à la famille Gourcuff, Christophe et son fils Johan. L'ancienne légende des Girondins souhaitait revenir dans le monde du foot après une belle carrière de paddle semi-professionnelle, et quoi de mieux qu'un projet familial avec son père dont on sait qu'il est très proche. Les Girondins sont redevenus attractifs, jouent la qualification en Coupe d'Europe et ont désormais comme capitaine Aurélien Tchouaméni. L'enfant du club est revenu au bercail pour remettre son club formateur au sommet du championnat de France. On continue avec l'AS Saint-Etienne, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football français, qui après une décennie pleine de turbulences, va plonger dans une crise sans précédent. Alors comment les Verts en sont arrivés là? On va regarder ça ensemble. Premièrement par des finances dans le rouge. Après plusieurs tentatives ratées de rachat et une gestion financière désastreuse, la SSE n'a jamais réussi à stabiliser ses comptes. Les difficultés ont commencé dès la saison 2024-2025 avec des dettes accumulées et une relégation en Ligue 2. Leurs meilleurs atouts finissent par quitter le club, comme leur entraîneur Eirik Horneland, parti confirmé à Brentford dans un club de première ligue en pleine progression. Idem pour Lucas Tassin, vendu pour 25 millions d'euros en Bundesliga à Francfort, où il s'éclate maintenant, comme ses prédécesseurs Randal Kolo Muani ou Hugo Ekitike. Mais la descente aux enfers n'est pas terminée pour l'AS Saint-Etienne. Malgré quelques sursauts, notamment avec des victoires en Coupe de France face au Paris Saint-Germain ou à l'OL, les Verts n'ont pas su remonter rapidement en Ligue 1. Un vrai coup dur pour un club aussi prestigieux qui s'est vu perdre en attractivité et qui a vu son atout phare, le chaudron, sonner de plus en plus vite. Nous sommes donc à l'aube de 2030 et malgré des investisseurs qui ont essayé de racheter le club, la SSE est devenue un vrai club de Ligue 2. L'ancien club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 est-il condamné à disparaître du paysage du football français? On le saura dans les années à venir.
Allez les amis, on s'attaque au FC Nantes, le club de la ville où j'ai vécu 20 ans, vous le savez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Nantes a traversé 20 années vraiment difficiles. Mais en 2030, le club a retrouvé son éclat et se positionne parmi les clubs de tête de Ligue 1. Il termine même la saison 2029-2030 deuxième du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Alors comment on en est arrivé là? Avant de vous expliquer tout ça, la famille, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Tribune Nantaise, le média numéro 1 des supporters du FC Nantes. C'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. Tribune Nantaise, c'est plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et ils ont lancé leur chaîne YouTube il y a un an pour réaliser des interviews et des reportages en lien avec le FC Nantes. Et dernièrement, ils ont réalisé un sujet qui me touche beaucoup, la famille, un reportage formidable sur le fait d'être un supporter de football en situation de handicap avec Johan, un fan incontesté du FC Nantes qui nous explique tout ce que cela implique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Johan, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui sur Twitter et c'est un vrai bon monteur vidéo. Il a failli monter des vidéos pour la chaîne, peut-être que ça sera le cas à l'avenir, c'est peut-être le futur monteur de la chaîne. En tout cas, envoyez-lui un maximum de force et envoyez un maximum de force également à Tribune Nantaise, les amis. Sous leur vidéo avec Johan, je veux voir un maximum de likes et de commentaires et abonnez-vous à leur chaîne, ça serait bien de leur faire passer les 2000 abonnés pour les remercier de collaborer avec moi et de me sponsoriser et également pour leur donner un maximum de force parce qu'ils font de l'excellent travail, des interviews de joueurs et également des reportages comme ça hyper importants sur le fait d'être handicapé dans le monde du football. Donc voilà, envoyez-leur un maximum de force, c'est des vrais bons gars. Le lien est en description et en premier commentaire épinglé. Merci beaucoup à Tribune Nantaise, vous êtes des frérots et on continue avec le FC Nantes en 2030. Après une décennie de gestion instable, le FC Nantes a été racheté par un groupe puissant dirigé par Trent Alexander-Arnold et sa famille. Le défenseur de Liverpool a formulé une offre d'environ 100 millions d'euros à l'horrible Valdemar Kita et ce rachat a permis au FC Nantes de stabiliser ses finances et de se relancer avec des ambitions sportives, avec enfin un propriétaire et un président qui s'y connaissent en football, ce qui change d'actuellement puisque Valdemar s'y connaît mieux en pénoplastie qu'à mettre des coups francs. Ce rachat a également pour objectif de se concentrer sur la formation nantaise. Le centre de formation de Nantes était déjà reconnu pour avoir produit des talents comme Didier Deschamps, Michael Landreau, Randal Kolo Muani, Nathan Zézé ou Dimitri Payet, et l'objectif pour 2035 est que un tiers de l'effectif provienne de la jaunelière. D'ailleurs, l'un d'eux est actuellement capitaine et le meilleur joueur du club, c'est le milieu de terrain Louis Leroux, avec sa patte gauche qui distille des passes décisives exceptionnelles et ses performances ont même été récompensées puisqu'il est dans le 11 type de la saison de Ligue 1 en 2029-2030. Et c'est pas terminé, jackpot pour lui, il va être appelé au dernier moment par le sélectionneur de l'équipe de France Zinedine Zidane pour la Coupe du Monde 2030 et il disputera même 2 matchs en phase de poule pour connaître ses premières sélections. Une superbe histoire pour le Canari nantais. Et c'est toujours dans cette saison 2029-2030 que le FC Nantes va décrocher une place en Ligue des Champions en terminant second du classement grâce à leur entraîneur José Mourinho qui est venu enfin découvrir la Ligue 1 après avoir entraîné dans quasiment tous les championnats d'Europe et après avoir remporté l'Euro 2028 avec son pays le Portugal. Il a fait du FC Nantes et de son nouveau projet son dernier challenge de sa carrière. Parlons désormais de l'Olympique de Marseille, et promis je reste objectif même si j'ai ça sur le dos. Après des années de haut et de bas, l'Olympique de Marseille décroche enfin un nouveau titre de Ligue 1. Un sacre qui marque la fin d'une période de frustration et le début d'un nouveau cycle ambitieux. Porté par Roberto De Zerbi et une équipe compétitive, le club parvient à briser la domination du PSG et à ramener le trophée tant attendu sur la canebière. Et pour arriver à ce résultat, il y a eu un vrai tournant en 2027 par le rachat de l'OM par les Saoudiens. Effectivement, les Saoudiens ont été séduits par l'histoire du club et son immense ferveur populaire. Les nouveaux propriétaires injectent des millions d'euros pour moderniser les infrastructures et attirer des joueurs de haut niveau. Federico Chiesa en manque de temps de jeu à Liverpool et qui a repris son niveau. Osimhen qui se relance complètement à l'OM après une saison catastrophique à Chelsea. Et surtout le duo de potes Griezmann et Pogba en fin de carrière qui viennent cadrer les jeunes et tenter un dernier défi en France. Avec ce rachat, les supporters avaient peur de perdre leur identité, mais ça les Saoudiens l'ont très bien compris et vont donc nommer André-Pierre Gignac, tout jeune retraité, comme directeur sportif. Lui qui a vraiment l'ADN du Sud, même s'il est toulousain, c'est une légende de l'OM. Il va vraiment prendre la suite du travail de Mehdi Benassia qui a été complètement épuisé après 3 saisons à l'OM et va ramener des très grands joueurs tout en gardant cette identité olympienne. Et donc avec ce titre et une stabilité retrouvée, Marseille redevient un sérieux prétendant sur la scène européenne, prêt à reconquérir sa gloire passée. Mais bon, c'est quand même important de noter qu'en 2029, ils se font retirer leur Ligue des Champions pour corruption assumée. Je rigole les mecs, je rigole, m'en voulez pas les Marseillais, ça va, on peut plaisanter ou pas? C'est l'heure les amis, c'est l'heure de s'attaquer au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'on choque toujours en Ligue des Champions? On va voir ça ensemble. Et non les frérots, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le Paris Saint-Germain a enfin gagné la Ligue des Champions. C'est les émotions en fait. Enfin Paris entre dans la cour des grands, enfin. Mais alors qu'est-ce qui a changé et comment on en est arrivé là? Le club a appris de ses erreurs du passé et recrute désormais de manière cohérente. Fini les stars qui ne collent pas au projet, le PSG a misé sur un effectif jeune, mais mature et souvent très polyvalent. Des joueurs comme Rodrigo Mora ou alors Ibou Konaté
sont venus compléter un effectif qui est monté en puissance depuis plusieurs années, encadré par des cadres comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Hakimi, qui sont devenus des vraies légendes du club. Ensuite, pour asseoir son statut de nouveau grand d'Europe, le Paris Saint-Germain a enfin réglé son problème de place dans son stade. Après des années de tension avec la mairie de Paris, le club rachète le Parc des Princes et entame une énorme modernisation. Capacité augmentée à 65 000 places, avec une nouvelle permission d'ultra dans la tribune Boulogne pour un stade encore plus bruyant. L'ambition de Nasser Al-Khelaifi était très simple, faire du Parc des Princes le stade le plus chaud d'Europe. Paris ne veut plus simplement s'imposer, mais devenir le club le plus légendaire de l'histoire du foot. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions en 2029-2030, malgré une saison en Ligue 1 un petit peu ratée où il termine à la 3e position derrière l'OM et le FC Nantes. Et en voyant ça, il y a un joueur qui essaye de revenir, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1, monsieur Kylian Mbappé. Après avoir quitté Paris en 2024 pour le Real Madrid, Mbappé pensait enfin décrocher sa première Ligue des Champions. Sauf que le scénario tourne mal, après plusieurs échecs, un vestiaire difficile et une équipe mal équilibrée. En 2030, à bientôt 32 ans, il veut revenir à Paris, mais le Paris Saint-Germain refuse. Le club ne veut plus être dépendant de lui et n'a pas vraiment apprécié comment l'histoire s'est terminée, bien entendu. Alors Mbappé est à la recherche d'un nouveau club, mais où va-t-il aller ? Ça y est, nous sommes à l'été 2030 et Mbappé a trouvé son nouveau challenge, il est de retour en principauté. Alors qu'on l'imaginait rejoindre Liverpool ou tenter un dernier gros contrat en Arabie Saoudite, Mbappé fait le choix du cœur, Monaco. Le club du Rocher lui offre un projet solide, une équipe compétitive, une stabilité financière et surtout le brassard de capitaine. Mbappé, avec son expérience de ses 32 ans et ses 3 Coupes du Monde remportées, devient le leader du projet et le visage du renouveau monégasque. Son objectif, offrir un 2e titre de Ligue 1 au club et faire vibrer le stade Louis II comme jamais auparavant. Parlons désormais de nos pélos du 69, les Lyonnais. Le rachat par John Textor a marqué un tournant décisif pour l'OL. Après des années de gestion moins stable, Textor met en place une stratégie claire, moderniser les infrastructures, renforcer les revenus grâce à une meilleure gestion des droits TV et réinvestir massivement dans de jeunes joueurs provenant de sa multipropriété. Le projet de développement international commence à prendre forme avec des ambitions en Ligue des Champions et une place dans l'élite européenne. C'est donc comme ça qu'en 2030, Lyon devient un pôle de développement pour les jeunes talents français et étrangers. Le club arrive de nouveau à former des petits cracks comme des Karim Benzema, des Lacazette. Il y a une nouvelle génération qui arrive qui est complètement exceptionnelle et il y a un joueur qui est resté depuis le début, c'est Ryan Cherki qui est actuellement meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Il y a également des anciens joueurs qui sont revenus pour accompagner les jeunes comme Ferland Mendy ou Jean-Philippe Mateta. Et il y a même Karim Benzema qui est actuellement entraîneur des attaquants et qui leur répète tout le temps, le plus important c'est pas les statistiques, c'est comment tu sers à l'équipe. Alors que la Ligue 1 devient de plus en plus relevée, le LOSC parvient à rester compétitif en s'appuyant sur son modèle, scouting intelligent, jeunes talents et revente lucrative. En effet, Lille continue d'exploiter son réseau de recrutement international, particulièrement en Belgique, aux Pays-Bas et en Afrique. Et en 2030, le club a réussi à dénicher au fil des années des nouveaux cracks méconnus qui explosent complètement en Ligue 1 avant d'être revendus super cher comme Jonathan David, Eden Hazard, Onana ou Botman. Mais le LOSC ne fait pas que former des joueurs pour les autres clubs. Ayoub Boadi, pur produit du centre de formation, devient un véritable pilier du milieu lillois. En 2030, il aura seulement 23 ans, les gars, c'est complètement fou et c'est un des meilleurs milieux du championnat de France. Il a même été élu meilleur joueur du championnat en 2028 à 21 ans. Sa progression est telle qu'il reçoit rapidement ses premières convocations en équipe de France, confirmant que le LOSC sait aussi garder ses pépites pour structurer un effectif compétitif. Avec Marseille qui a été racheté par les Saoudiens, Nantes qui est revenu en force, Lyon stabilisé et toujours le Paris Saint-Germain en haut du classement, le LOSC lutte pour se maintenir dans le top 6. Plus de place pour l'erreur, mais le club reste un solide prétendant aux places européennes. Et on termine cette vidéo avec un club qui a beaucoup de hype en ce moment, le Paris FC. Le PFC, longtemps considéré comme un club de deuxième plan à Paris, est sur le point de bousculer la hiérarchie du football français. En 2030, ce club autrefois dans l'ombre du PSG est devenu un concurrent sérieux. Le Paris FC a subi une transformation radicale grâce à son rachat par le groupe LVMH, dirigé par la famille de Bernard Arnault. Avec cette nouvelle direction et l'aide du groupe Red Bull, l'objectif est clair, piquer la place du Paris Saint-Germain. Et ce renouveau passe bien évidemment par le choix de l'entraîneur, Jürgen Klopp, qui était directeur du recrutement du groupe Red Bull, devient le nouvel entraîneur du Paris FC et ça crée vraiment une émulation exceptionnelle entre le PFC et le PSG. Le duel Luis Enrique et Jürgen Klopp est complètement fou et ça devient vraiment le nouveau classico de la Ligue 1. Sous cette impulsion, le PFC a concentré ses efforts sur la formation et le recrutement de jeunes talents mondiaux. Et grâce au fait qu'il fasse partie de la famille LVMH, énormément de collaborations dans le luxe se font, avec des ventes de maillots limitées sublimes qui font beaucoup parler d'eux.
un petit peu à l'image de Venise actuellement. Et forcément, quand t'es à Paris, qu'il y a du luxe, que Jürgen Klopp c'est l'entraîneur, ça attire de grands joueurs, comme Leroy Sané qui devient la première grosse star à rejoindre le PFC en 2028. Nous sommes donc en 2030 et la rivalité entre le PFC et le PSG n'a jamais été aussi chaude. Et d'ailleurs, petit fun fact, énormément de Parisiens qui avaient délaissé le football à cause du Qatar, à cause du club dans lequel ils ne se reconnaissaient plus, sont désormais des supporters fidèles du PFC, ce qui crée encore plus d'émulation au sein de la capitale. La ville est vraiment divisée en deux, soit t'es supporter du PSG, soit du PFC, mais personne n'est neutre. Voilà la famille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce concept. J'espère que j'aurai réussi un petit peu à vous transporter dans le futur en 2030 de notre cher beau championnat de France. Voilà, on a beaucoup travaillé sur cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Maximum de commentaires, maximum de pouces bleus et d'abonnements. Merci à tous pour votre soutien, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!